Bonsoir à tous, nous sommes dans la phase de préparation du GDR de la Cité Libre sur le jeu de fantasy Mournblade et je fais en tant que maître du jeu un commentaire de la carte du monde pour aider les joueurs à choisir la zone d'origine de leur personnage. Donc le monde de Mournblade, inspiré donc des contes d'Elric de Michael Moorcook, se présente comme étant centré sur des mers, hein, donc on a une espèce de grande mer centrale qui s'appelle le Vieil Océan, et la plupart des pays puissants se trouvent sur les rivages finalement de cet océan central. Euh, donc vous avez notamment au centre du monde Melniboné, c'est l'île qui se trouve en bas de la carte que vous regardez actuellement là. Avec Imrir qui est la capitale, donc c'est là que vit Elric, le héros des histoires de Michael Moorcook, c'est là que vivent le peuple des Melnibonéens, qui sont en gros des elfes noirs, en tout cas qui ont inspiré plus tard dans la fantasy des races d'elfes noirs, donc ils ont des caractéristiques un petit peu de cette classe-là de personnages de fantasy. C'est un peuple qui peut vivre extrêmement ancien, enfin extrêmement vieux par rapport à des durées de vie humaines, ils peuvent vivre plusieurs siècles. Ils ont dirigé un empire millénaire qui a régné sur toutes les mers du monde pendant plusieurs milliers d'années. C'est un peuple qui vénère les forces du chaos, donc les dieux qui sont du côté du chaos dans l'affrontement métaphysique entre le chaos et l'ordre. C'est un peuple esclavagiste et conquérant. Leurs élites, leurs sorciers, leurs classes dirigeantes sont liés par des pactes maléfiques aux dieux du chaos. Ils pratiquent des formes de magie parmi les plus anciennes et les plus puissantes du monde. Et de façon générale, c'est eux qui vont détenir voilà, la meilleure architecture, les meilleures armes, les savoirs les plus anciens. C'est un peuple qui est tout à fait à part et au-dessus de l'humanité. Donc vous avez cette île Melniboné qui a été un grand empire pendant plusieurs millénaires, une thalassocratie. Et l'époque que vous allez découvrir durant cette campagne de Moonblade se situe en 650 après la fin de la guerre entre Melniboné et les Darzi. Les Darzi, c'est un peuple qui venait de tout à fait l'est de la map. Là, c'est un petit peu coupé sur cette carte-là, mais si vous allez tout à fait vers l'est, vous avez un désert. Le désert des larmes, je crois. Enfin, c'est coupé, mais il me semble que c'est ça le nom de ce désert-là. Et les Dardi venaient de tout à fait l'est du monde. C'était un peuple, semble-t-il, non humain, qui a contesté la domination des Melnibonéens. 650 ans avant l'époque où vous allez jouer. Et les Melnibonéens les ont vaincus. Donc ils ont disparu, il n'y a plus de Darzi, même s'il y a certaines légendes ou artefacts Darzi qui peuvent continuer à exister dans cette partie du monde, voilà, cette espèce de continent septentrional de l'Est, quoi. Les continents ou les parties de continents n'ont pas de nom très précis, donc à certains moments je vous donnerai les noms qu'on voit sur la carte, hein, mais c'est parfois un petit peu difficile de faire de la toponymie. Donc quand je dis le septentrion, bah, c'est le nord de la carte, et quand je dis le septentrion oriental, c'est le gros bloc qui est à l'est hein, sur cette carte. Donc je joue en 650 après la guerre des Melnibonéens et des Dardi, et à cette époque-là, eh bien, se déroule l'ascension des jeunes royaumes. Donc il y a un ensemble de royaumes humains qui sont sur les différentes parties de ces côtes et de ces rives du vieil océan. Ces royaumes étaient autrefois dominés par Melniboné, souvent, mais ils se sont plus ou moins émancipés de la tutelle de cet empire, et finalement, les Melnibonéens ne contrôlent plus que Melniboné et une ou deux autres villes à d'autres endroits du monde, où parfois ils ont une influence politique sur des cités formellement indépendantes, mais ça n'est plus un empire qui contrôle réellement la plus grande partie de ces jeunes royaumes humains qui sont en train d'émerger. Alors ces royaumes humains, ils sont à des niveaux de développement qui sont évidemment ceux d'un monde de fantasy, donc médiéval. Pour les plus avancés, on arrive quasiment à un stade proto-industriel type Renaissance, avec parfois dans des villes voilà, des fabriques un petit peu développées, de l'artisanat développé, un peu d'optique, un petit peu de machine voilà, expérimentale, mais ça c'est vraiment les pointes de modernité qui peuvent exister dans les villes humaines les plus développées.
Sinon, on a quand même une société très largement médiévale féodale, avec des campagnes paysannes, et tout ce qui va être des espaces désertiques ou des espaces pauvres et reculés, on va trouver des populations humaines qui peuvent être des stades de développement de chasseurs-cueilleurs ou quasiment extrêmement archaïques, quoi, des barbares, quoi. Donc il y a plusieurs royaumes différents. J'ai prévu de vous faire jouer dans la partie donc de ce continent, le septentrional et oriental, les royaumes qu'on appelle ceux de l'île Moria. Donc je sais pas si vous voyez sur la carte, hein, il faut que vous remontiez. Alors si vous allez tout à fait au nord du continent, vous avez le désert des Soupirs qui prend toute une grosse partie de la carte. Si vous descendez juste en dessous, vous avez cette zone avec plusieurs villes, cette zone qu'on appelle l'île Moria. Est-ce que vous voyez de quelle partie de la carte je parle? Oui, 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 on voit. Ok. Alors, attends, j'essaie de retrouver où est-ce qu'ils ont mis la géographie là dans le bouquin. Attends. Les îles. Oui, Melniboné, elle est aussi appelée l'île aux dragons, parce que les Melnibonéens, ils commandent à des dragons. D'ailleurs, la mer qui est au nord de leur île s'appelle la mer des dragons, c'est pas pour rien. Mais ce sont des créatures assez rares, puisqu'elles se sont un petit peu endormies. Voilà, donc l'île Moria, c'est une zone qui se situe au sud du désert des Soupirs. C'est un ensemble de cités-États indépendantes. Donc je trouve ça intéressant de vous y faire jouer, puisque il n'y a pas de pouvoir politique centralisé, il y a plusieurs villes qui sont en rivalité commerciale et politique les unes avec les autres, qui sont formellement des républiques oligarchiques, il faut penser à Venise, il faut penser à voilà, des républiques marchandes oligarchiques. Faudra que vous décidiez d'ici la première partie pourquoi votre personnage voudrait aller dans cette région du monde, sachant que ça peut dépendre effectivement de son passé et de sa zone de naissance. La campagne que je vais vous faire jouer va se dérouler, pas dès le départ de la campagne, mais très rapidement dans la campagne. Vous allez arriver dans la ville de Bakshan. Donc c'est une grande ville riche et portuaire qui se situe en dessous de Ilmar, donc toujours dans l'île Moria, mais à la frontière avec une zone qui s'appelle le Vilmir. Donc voilà, vous allez beaucoup jouer à Bakshan. Moi j'avais prévu de faire partir vos personnages de Vilmorio. Donc Vilmorio, si vous descendez par rapport à Bakshan, c'est la ville tout en bas du Vilmir. Le Vilmir, c'est un royaume des jeunes royaumes humains indépendants qui est sous la tutelle de la loi. Donc c'est la religion, enfin voilà, le culte officiel de ce royaume, c'est la loi. Euh, et voilà, je vous détaillerai quelques éléments durant la campagne sur qu'est-ce que ça implique pour les habitants d'être sous la coupe de la loi, mais c'est un royaume plutôt pauvre, avec une aristocratie militaire qui règne sur une paysannerie exploitée et pauvre qui a tendance à fuir le pays. Et il y a des codes extrêmement rigides avec un système de caste qui règne sur les populations. Les gens doivent porter des habits qui sont conformes à ceux de leur caste. Les gens doivent respecter des règles très strictes parce que la loi aime la symétrie et les choses bien géométriques, bien quadrillées, bien régulées. Donc normalement, vous allez commencer dans l'aventure en partant des abords, hein, peut-être pas de la capitale elle-même, mais de... Ouais, si, peut-être, ouais. Enfin, vous allez partir de la zone autour de la capitale du Vilmir, donc Vilmiro. Vous n'êtes même pas forcément allé dans la ville plus que ça, vous pouvez être resté juste au port et c'est juste une escale sur un trajet précédent. Enfin, en tout cas, vous allez prendre un bateau à partir de là. Le navire vous fera remonter la côte du Vilmir et vous allez passer quelque temps en mer jusqu'à atteindre la ville de Bakshan où commencera vraiment hein, l'aventure. Voilà, il y aura peut-être une soirée ou deux avant d'arriver à la ville elle-même, mais je considère que c'est presque plus une pré-campagne que la campagne principale. Puis ça permettra à vos personnages de faire connaissance en étant tous dans un espace bien délimité, puisque vous serez dans un bateau et vous arriverez à quelques péripéties en commun. Donc voilà, il faudrait que vous réfléchissiez à pourquoi votre personnage se retrouve dans cette zone-là à destination de Bakshan. Si vous voulez, on en discutera avant la toute première partie, mais voilà, il faut qu'ils aient une raison d'aller dans cette cité indépendante. Donc, je vous ai parlé de l'île Moria, donc un ensemble de villes et de républiques indépendantes. L'île Moria, c'est des villes qui sont assez orientalistes hein, par rapport à voilà, des représentations ou des codes de notre monde.
C'est des villes marchandes, républiques indépendantes. Elles sont liées à des caravanes marchandes qui vont dans le désert, ou alors elles sont liées pour celles qui sont portuaires comme Bakshan, elles sont liées à des routes commerciales, etc. Donc il y a l'île Moria, il y a le Vilmir en dessous, qui est donc un jeune royaume qui est lié à la loi. Entre les deux, entre Bakshan et Vilmirio, par exemple, vous avez une ville indépendante qui est ni du côté, enfin qui est une ancienne ville du Vilmir, mais qui a été perdue par le Vilmir, qui s'appelle Naxodor. Naxodor, la cité des mendiants, qui est une ville indépendante contrôlée par des bandits, en gros, quoi, hein, et qui a la réputation tout à fait exécrable d'être maudite par la peste. Voilà. Peu de gens s'y aventureraient de leur propre volonté, mais voilà, vous avez cette ville-là qu'on croise à certains moments des péripéties d'Elric dans les Jeunes Royaumes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, si on remonte tout à fait au nord de cette zone, donc au-dessus de l'île Moria, on a le désert des Soupirs qui prend une très grande partie de la carte. C'est un désert qui représente les ruines d'un ancien empire. Euh, on y trouve certaines tribus nomades indépendantes. Il y a des bédouins athées notamment, hein, qui ne pratiquent aucune religion, qui se baladent dans le désert des Soupirs. Il y a aussi une grande ville indépendante dans le désert des Soupirs qui s'appelle Ouarzazate. Alors, je vous donne quelques détails sur cette ville. Elle était autrefois la capitale d'un empire magnifique et rival de Melniboné. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. C'est une ville qui se situe au milieu du désert, entourée de très grands remparts. Les habitations y sont blanchies à la chaux sous les rayons du soleil. De grands étendards de soie bleu et or claquent au vent du désert. Euh, c'est une cité décadente et qui est assez isolée du reste du monde, qui a été riche mais qui ne l'est plus, enfin voilà, qui est un peu sur le déclin. Elle fonctionne selon un système très complexe avec plusieurs guides et plusieurs sectes, et il y a des complots qui rythment la vie locale. Et je crois que c'est une ville qui est plutôt hostile aux étrangers, hein, de façon générale. Elle a une politique isolationniste. Voilà. Ils sont xénophobes, nous dit-on. La haine des étrangers est alimentée par les élites locales pour des raisons de maintien de leur contrôle sur la vie de la cité. Il y a plusieurs sectes, etc. Vous lisez encore les règles? De quoi? Vous lisez encore les règles? Là, je te lis le manuel sur la géographie des jeunes royaumes pour que tu puisses éventuellement y trouver l'inspiration de l'origine de ton personnage ou un endroit où il aurait vécu à un moment quelconque. Ok, je vais écouter ça et puis après je vais aller un tout petit peu bosser, je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. Donc l'île Moria, le Vilmir, le désert des Soupirs. Si on va tout à fait, alors je sais pas si vous voyez bien sur la map, mais en fait, le Vilmir, ça comporte la ville de Vilmirio, mais il y a la ville d'à côté de Jadmar qui fait partie du même royaume, et ça continue comme ça jusqu'à la frontière. Il y a Rigmarion là qu'on voit sur la carte. Enfin, il y a au moins quatre villes notables du Vilmir, donc le Vilmir, c'est toute la partie basse de cette partie-là du continent oriental. Donc tout ça, c'est des villes d'un royaume qui est soumis à la loi, de façon assez stricte et impitoyable. À l'est de cette zone-là, il y a le désert des larmes. Qu'est-ce qu'on sait sur le désert des larmes? C'est un immense plateau habité par des barbares nomades et autarciques. Ces guerriers croient que leur royaume détrempé par la pluie est le seul vrai monde, le reste étant un cauchemar souillé par le chaos. Ils sont absolument convaincus qu'au-delà des plaines qui leur servent de foyer, l'enfer s'étend dans toutes les directions. Le désert des larmes tient son nom du déluge qui s'abat sur les plaines, parcouru par les rivières et creusé par les lacs. Il s'agit d'une région perdue où n'existe ni ville ni village. Ses habitants sont des bergers ou des chasseurs qui suivent les déplacements du gibier à travers de grandes plaines détrempées. Ils mènent une existence modeste, etc. Il y a plusieurs prédateurs, tigres à dents de sabre, c'est une zone dangereuse. Les barbares vénèrent les esprits de la nature et les élémentaires.
De façon générale, dans le monde d'Elric, dans le monde de Mournblade, les populations sauvages et barbares ont tendance à vénérer les forces de la nature, que ce soit les esprits, que ce soit les seigneurs des bêtes ou les seigneurs élémentaires qui sont associés aux quatre éléments. Donc, inversement, les zones civilisées humaines ont tendance à être du côté de la loi et à trouver que les barbares ne vénèrent pas les bons dieux. En gros. Donc voilà, il y a toute une zone de barbares humains. Il y en a qui montent des poneys, il y a des cavaliers, il y a des hommes du désert, farouches. Voilà, c'est tout ça le désert des les larmes. C'est coupé sur la carte, mais en fait, c'est un désert qui est immense. Hein, donc potentiellement, voilà, si il y en a, il y avait Farfadet qui cherchait notamment une origine à un guerrier barbare, bah, vu la taille que ça et l'isolement culturel des populations locales, voilà, il pourrait être originaire de cette région, par exemple. Euh, donc ça, c'est le continent nord. Euh, comment je passe après sur la partie tout à fait à l'ouest? Je vous décris pas trop la forêt de Trous parce qu'elle est peu peuplée, donc c'est peu probable que votre personnage soit originaire de cette forêt. C'est une forêt qui est maudite par le chaos. Les terres occidentales. Les terres occidentales, donc c'est ce que vous allez trouver. Alors je l'ai pas décrit, donc je fais un arrêt là-dessus. Quand on retraverse l'océan depuis par exemple l'île Moria et qu'on va vers l'ouest, vous allez tomber entre les deux sur Pangtang. Pangtang, c'est une puissance, c'est un royaume humain indépendant, mais c'est un royaume humain indépendant qui a la particularité de vénérer ouvertement le chaos. Donc c'est un peu des gens qui ont décidé de copier le système de développement de Melniboné en fait. Hein. Ils ont vu que bah tiens, il y avait une thalassocratie chaotique qui a dominé le monde juste en dessous de nous, c'est Melniboné. Ils essaient un peu de faire pareil, mais avec des moyens un peu plus low cost parce que c'est un jeune royaume humain. Donc c'est des adorateurs du chaos, ils sont esclavagistes, ils sont pirates, ils sont la plaie des autres royaumes humains de l'île Moria ou du Génmir, qui sont souvent en guerre ouverte avec les habitants de Pangtang. C'est une plaie, voilà, c'est une plaie. Ils ne respectent pas le droit international et la notion de droit de l'homme n'a pas de sens dans leur culture. Cependant, les habitants de Pantang sont relativement égalitaires. On trouve aussi bien des sorcières du chaos que des sorciers du chaos. Donc voilà. On peut avoir une situation relativement enviable quand on est une personnalité féminine puissante à Pantang, mais sinon c'est une culture très sauvage et agressive qui menace quand même hein, les mers et les royaumes de la région. Donc ça c'est Pangtang. Si on va à l'ouest de Pangtang, on arrive donc sur les terres du continent occidental. Ce sont des royaumes humains mais qui ne font pas partie des plus développés ou des mieux structurés. Pangtang porte la responsabilité de leur sous-développement. En effet, ils contrôlent les mers entre les marchés orientaux et l'ouest. Donc en fait, l'ouest est sous-développé par son inaccès au commerce dans l'est du monde, quoi. Donc l'ouest est sous-développé relativement. L'ouest n'a pas le droit à la parole et vit dans la crainte de la puissance toujours croissante de Pangtang ou de son laquais le Darijor. Alors il y a un état local, le Darijor, qui est un état client de Pangtang en fait. Donc c'est un royaume humain, le Darijor c'est un peu coupé sur la carte, mais voilà, vous devez le voir. Hein. Il y a le détroit du chaos, bon voilà. Le Darijor, c'est un royaume humain de l'Occident, mais qui est un royaume client de Pangtang, donc royaume que les humains sont voués aussi au service des puissances du chaos. Tac, 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 tac. Voici 2 siècles que les nations occidentales ont rejeté la domination de Melniboné. La plupart des habitants de ces régions ressentent une profonde haine envers les Melnibonéens pour le passé d'esclavage et de brutalité qu'ils ont connu. Il y a plusieurs royaumes, donc le Darijor, j'en ai déjà parlé, c'est un royaume humain qui est soumis au chaos. Il y a le Jarkor. Alors le Jarkor est encore plus à l'ouest par rapport au Darijor. Alors, comment est-il décrit? Doté d'un climat tempéré, ce pays est couvert de plusieurs fleuves, avec une grande plaine agricole. On le surnomme le grenier de l'Ouest.
Il dispose d'une vaste flotte de guerre, donc c'est un petit peu étonnant parce qu'il semble quasiment à pas avoir d'accès à la mer, sauf peut-être une ville qui est même pas nommée sur la carte, mais bon, il semble qu'il ait eu un accès à la mer et une flotte. Euh, Donc le Jarkor, c'est un de ces royaumes humains de l'Ouest qui est en développement, qui possède une flotte de guerre importante. La politique qui est menée de manière modérée. La ville capitale de la zone s'appelle Dakos, la cité des mille flèches. Elle s'enorgueillit de posséder un port colossal. Bah, j'imagine que c'est la ville qui a pas de nom, mais qui semble dessinée un petit peu sur la map. Dakos, donc. Une capitale à la fois belle et exotique. Ses nombreuses flèches, pâles copies de celles d'Imrir, ornent chaque maison au toit de tuiles colorées. Donc c'est une ville très verticale dans sa construction. Il y a une acropole avec le palais royal qui domine la ville. Le Jarkor se range par principe du côté de la loi. Cependant, ses habitants ne suivent pas une unique religion et ne cachent pas leur scepticisme quant au conflit qui oppose les deux forces cosmiques. Ce scepticisme sera fortement mis à mal lorsque Pangtang et l'Ordre du Chaos arriveront au Darkjor pour tout détruire. Qui vont subir une invasion, mais pas forcément au stade de l'histoire où vous en êtes. Euh... Ouais, bon, alors, de façon générale, hein, plus vous allez vous éloigner des côtes et aller vers les zones d'extrême occident, voilà, gouffre de Naïm et compagnie, là, plus vous allez arriver vers des zones qui seront moins développées et barbares et moins liées culturellement avec l'ensemble du monde. Il y a le Est-ce Hasard. Oui, vas-y. est-ce que t'as pas une carte tout en haut? Oui, voilà. J'ai mis le lien normalement. Ouais, ok, Voilà. superbe. Donc en dessous du Jarkor, il y a une grande plaine qui s'appelle le Chazar, grande plaine herbeuse. Nanana. La capitale, c'est encore une capitale portuaire, donc ils ont mis des capitales portuaires un peu partout. Ça s'appelle Afritan. C'est un peu coupé sur la carte, mais on la voit, elle est tout en bas. Enfin, tout en bas, il y a l'ouest, à l'est de Sazar. Construite sur une falaise, un grand navire marchand. C'est la ville la plus riche de toute la zone. Les autres villes sont disséminées à l'intérieur des terres. Le long de la côte, pardon. Les autres villes importantes sont disséminées le long des côtes et l'intérieur des terres n'est pas encore construit. Les habitants de la zone n'aiment guère les étrangers, bah, c'est normal, hein. Des sociétés féodales. Juste une question. Vas-y. Pourquoi le désert des soupirs, il est nommé comme ça? Alors, pourquoi il est nommé comme ça? Bah, je pense que c'est en partie lié au fait que c'était la zone d'un ancien empire fortement. Oui, oui, c'est ça. Ça a été un ancien empire extrêmement riche et concurrent de Melniboné, sauf qu'il a été maudit. C'est devenu désertique alors que ça ne l'était pas en fait. Donc je pense que ça, il y a le côté de nostalgie, voilà, qui explique ça en partie. Et on nous dit aussi que depuis que la malédiction a frappé la zone, l'a désertifiée, un vent gémissant souffle sur les dunes, donnant au désert des soupirs son sinistre nom. Donc il y a une sorte d'écho d'un rituel magique mal conçu qui a désertifié toute la région. Ok. Voilà. Et il y a un autre désert, mais j'arrive pas à voir le Alors j'en nom ai aussi. parlé juste avant, c'est le désert des larmes. C'est un désert qui est, lui, sous une pluie permanente, qui fait que c'est des prairies détrempées et très hostiles. Ah, bon, c'est Avec des c'est Et pas peuplades. drôle. Oui, vas-y. j'ai peut-être pas bien entendu, mais qu'est-ce qu'il y a directement au nord-est des montagnes de Xaniam, là? Xanio? Alors, je cherche, hein, je connais pas tout par cœur. Nord des montagnes. Donc, Nord-est, là, la partie ouais, ouais, foncée. je vois ce dont tu parles. J'étais en train de décrire le Chazar, donc j'étais en train de descendre plutôt que de monter la description. Mais alors, si on remonte, toi, tu me parles du gouffre de Nihraim ou de ce qui est encore plus au nord de ça, là? Ouais, ouais. L'existence de la ville gouffre de Ah Nihraim non, est j'ai dit nord-est, je voulais dire nord-ouest. Nord-ouest, pardon. donc My bad. encore de l'autre côté de la chaîne montagne, enfin, vraiment là où il n'y a plus rien décrit, quoi. Oui, à l'ouest, à droite, à droite. Eh ben, écoute, mec, la description, elle s'arrête quasiment au gouffre de Nirrayam, donc là où il y a une sorte d'ouverture dans les chaînes montagneuses, et après on sait pas vraiment ce qu'il y a, je crois. Ok.
Je peux juste te décrire le gouffre si tu veux. Donc, l'existence de la ville gouffre de Niram est inconnue de la majorité des humains et a été même oubliée de l'île aux dragons. Donc là, t'es vraiment loin de tout. Elle est pourtant plus ancienne que Melniboné. Construite à l'intérieur d'une fissure déchiant les montagnes occidentales, cette étrange cité-royaume abrite des immortels à la peau ébène dirigés par un certain Sépiric. Je suis même pas sûr que ce soit des humains. Euh, Ouais, t'es vraiment aux limites du monde. Quand t'es là, tu sais pas où t'es, mec. Je vais pas insister parce que la campagne ne veut pas vous amener dans cette zone a priori. D'accord. Je vais passer. Alors, non, il y avait un autre royaume humain que je voulais décrire après. Je vais passer au sud de la map. Si on remonte, donc, on est toujours sur les terres occidentales. Si on remonte au-dessus du Darijor, on a un truc qui est coupé aussi, c'est le Tarkesh. C'est le royaume humain qui est vraiment tout au nord de la partie occidentale, avec sa capitale qu'ils ont appelée un nom en B là, Banarva. Le Tarkesh, il est connu comme une nation qui est extrêmement douée dans la construction de navires. C'est vraiment les gens qui sont les plus doués pour la création de bateaux à voile, à fond plat, commerce international. C'est des champions de la construction de bateaux. Ouais, ils ont une très bonne réputation. C'est un royaume qui est divisé en deux parties. La partie nord-nord, c'est celle qui est la moins développée. La partie sud du Tarkesh, c'est la partie qui est la plus développée. Au nord, on a des sauvages nordiques, experts dans le maniement de la hache. Ils utilisent leurs grands bateaux à fond plat pour les dévaster les régions voisines. Lorsqu'ils n'en sont pas capables, ils doivent se contenter de survivre en grattant un sol quasi stérile ou en partant chasser au cœur de leur pays montagneux. Ils considèrent les habitants de Banarva, donc la capitale probablement, et les fermiers de l'arrière-pays comme étant doux et faibles. Ils leur reprochent leur relation avec le Darijor, qui à leurs yeux est un pays de déviants. Donc effectivement, le Darijor, dont on a dit qu'il était lui-même sous la coupe de Pangtang, qui est une nation liée au chaos. Les gens du sud au Tarkesh sont plus éduqués, ils considèrent ceux du nord comme des bandes de barbares bougeux, sans savoir ni culture. L'ensemble de ces peuples vénèrent les seigneurs des éléments, donc ça indique aussi de façon générale qu'ils sont quand même plutôt moins développés que la moyenne. Ils vénèrent notamment le seigneur des mers, c'est logique. Ils n'apprécient pas vraiment la loi, mais haïssent passionnément le seigneur chaotique des profondeurs, Piarei, le révélateur tentaculaire d'impossibles secrets, car c'est lui qui se délecte des âmes des marins noyés. Donc voilà, ils ont une hostilité particulière au dieu du chaos qui est lié au naufrage. Donc voilà, bon, ils sont surtout connus pour leur maîtrise de la navigation et vous entendrez peut-être parler de leurs compétences en matière de construction de navires. Et ça semble être un état qui n'est ni lié au chaos ni à la loi. Donc si vous voulez jouer un humain qui n'est ni lié au chaos ni à la loi, ça peut être cohérent de le faire avoir comme origine le Tarkesh. D'autant que comme c'est des grands navigateurs, il y a sûrement de partie de leurs habitants qui vont vivre à l'étranger ou qui participent au commerce international. Mhm. Alors il y a un truc que j'ai pas encore lu. Alors si on va dans une partie de la carte que j'ai pas décrite, tout à fait au sud du nord, c'est mal dit, mais si vous allez dans le quart inférieur droit de la carte, vous avez les cités pourpres, une espèce d'île là, dont la capitale s'appelle Méni. Les cités pourpres, c'est aussi une thalassocratie, donc c'est vraiment la concurrence entre puissances thalassocratiques dans les jeunes royaumes. Donc les cités pourpres, c'est un royaume humain indépendant qui sont pétés de thunes. Hein. C'est vraiment une puissance émergente. Enfin, quand tu contrôles les mers, tu contrôles l'argent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les cités pourpres? Elles sont décrites où? Elles sont décrites où? Elles sont décrites où? Je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas. Hum. Bon, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais voilà, c'est un espace qui est riche et développé avec donc un royaume humain indépendant dans les cités pourpres qui possède
les moyens d'être à la fois indépendant et riche et qui concurrence voilà, le commerce que tient encore fortement Melniboné en tant qu'ancienne puissance colonisatrice mondiale, mais qui est de plus en plus concurrencé par d'autres royaumes. Alors, le continent austral, donc je passe à la deuxième carte, je vois l'heure qui tourne. Deuxième carte, donc les royaumes australes, vous avez que des royaumes humains. Je vais le décrire de gauche à droite. Donc si vous allez à l'extrême orient de la zone australe, vous avez le royaume de Yu et Wuin. Alors, le royaume de Yu et Wuin partage une réputation de sauvagerie et de pauvreté. La portion civilisée du royaume est couverte d'une forêt tropicale, dont la présence s'explique par les courants chauds de la mer bouillonnante voisine. Donc effectivement, ils sont proches d'une mer du sud qui s'appelle la mer bouillonnante. Nanana. Donc il y a pas mal de jungle. Liu, donc la partie vraiment l'extrême orient de la zone sud, est aride et dépourvue de vie, blanchie par les vents asséchants de la mer bouillonnante. La terre cuit en été et se transforme en hiver en boue épaisse à cause des pluies chaudes. Les habitants primitifs de ces deux pays vivent dans des villes sales et basses, situées sur la portion habitable des côtes. Les murs de leurs maisons semi-enterrées sont faits de roseaux et de pistés. La foi de ces barbares tourne essentiellement autour des esprits de la nature et des seigneurs élémentaires. Toute activité agricole est difficile. La principale forme de subsistance, c'est la pêche. Il y a peu d'activités marchandes. Les habitants sont misérables. Les visiteurs sont considérés avec attention, leur richesse en particulier, sous-entendu des vols, etc., etc. Donc c'est vraiment une zone très pauvre et assez périphérique. Si je me déplace un petit peu plus vers le nord de Liu et loin, donc il y a la forêt de Somme, et au nord de cette forêt, vous avez Nassatiki. Nassatiki, c'est une cité indépendante humaine. C'est une cité indépendante, simple bourg fortifié. Au départ simple bourg fortifié, elle devient au cours des siècles la plus belle et la plus riche cité de tout le continent grâce aux exilés de Fomm puis à l'envahisseur melnibonéen. Protégée par de hautes murailles de basalte, la ville s'ouvre aujourd'hui sur un vaste quartier portuaire avec une multitude de bateaux. On peut y arriver par la mer, tac. La ville porte incontestablement la marque de l'architecture melnibonéenne, notamment dans les magnifiques dômes de cuivre enchâssés dans les tours de marbre. Donc c'est une ancienne cité qui a fait partie de l'empire de Melniboné, ce qui est assez logique en termes de géographie, parce que Melniboné se situe immédiatement au nord, enfin, au-delà de la mer, mais au nord, quoi. La vie des habitants y reste difficile, l'administration est corrompue avec des taxes colossales qui accablent les gens. Une résistance s'est développée autour de rebelles qui veulent renverser l'aristocratie locale. Je crois que j'avais noté, attendez un instant, on a un truc spécial sur cette ville, mais je vérifie. Royaume du Sud. Oui, l'élite locale est fortement d'ascendance melnibonéenne, donc on peut supposer que même si c'est une ville humaine indépendante, elle est potentiellement indirectement contrôlée par Melniboné par l'intermédiaire de la corruption et du fait qu'il y a pas mal de sang-mêlés dans la population locale. Donc si par exemple vous jouez un personnage sang-mêlé, ça peut être intéressant ou logique d'avoir comme origine la ville de Nassau Tiki. Mais ça n'est qu'une option parmi d'autres. Je vais vers l'est de la zone. Donc vous avez le Lormir, qui est le principal royaume humain lié à la loi. Voilà, c'est un royaume féodal et il est traversé par une rivière, enfin un fleuve qui parcourt le pays du sud vers le nord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Oui, donc là, la religion légale, c'est la loi, hein. Mais qui n'est pas vénéré de manière aussi stricte et rigide qu'au Vilmir. Au Vilmir, c'est vraiment les plus extrémistes en faveur de la loi. Leurs temples de la loi sont avant tout des lieux d'enseignement et d'échanges philosophiques. La loi, il est plutôt considéré comme une force d'opposition au chaos.
La chevalerie est très importante dans les couches supérieures de la société. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, Lormir, c'est typiquement un espace où le design des personnages, on peut imaginer que ça se rapproche de la fantaisie européenne médiévale, quoi. Hein. Voilà, on va avoir des chevaliers en armure dans ces coins-là, typiquement, parmi des humains, des royaumes humains, tout ça. L'OLU j'ai fait, Lormir j'ai fait. Évidemment, je pourrais tous vous détailler plus en détail une autre fois, mais là, c'est une présentation générale. Donc, on a un royaume humain concurrent du Lormir, mais qui est limitrophe, qui est le Filcar, un pays particulièrement fertile, couvert de forêts, que les habitants défrichent. Il n'a qu'une seule ville, Rachil, construite dans la pierre grise locale. Il y a de plus en plus d'artistes qui viennent dans cette zone en train de se développer. Il y a pas mal de châteaux dans les campagnes. Enfin, voilà, c'est de campagne médiévale, quoi. Et ils sont un petit peu en concurrence avec le Lormir. La capitale est célèbre pour les compteurs, ses aubergistes, ses tavernes dans les quartiers populaires. La mode est extrêmement importante dans tous les niveaux de la société. Euh, Allez, j'en fais encore deux là. L'Argimaliard, donc c'est encore plus à l'est par rapport au Filcar. C'est la nation la plus puissante du continent austral, nous dit-on. Un pays florissant, les terres ont été défrichées, les champs mis en culture. Les habitants ont une solide éducation et sont dirigés par une noblesse avec un code d'honneur traditionnel, celui de la chevalerie lormirienne. L'essentiel du pays est couvert de champs et de riches pâturages. Il y a plusieurs villes qui sont prospères et ouvertes aux marchands. L'université de Cassandria, qui est au nord de ce royaume proche des côtes, comporte une université qui est célèbre et qui accueille le savoir scientifique de l'ensemble de partout dans le monde. Nanana. Cependant, c'est aussi un espace où la culte du chaos est en train de renaître de façon occulte. La loi prévaut, mais le chaos s'étend. Nanana. Ok, donc autre exemple de royaume humain. La plupart des royaumes humains, de façon générale, vénèrent officiellement la loi, mais voilà, comme on le voit, c'est pas exclusif. Vous pouvez très bien être un humain d'un royaume qui vénère officiellement la loi, mais vous préférez prier un seigneur du chaos ou plusieurs en secret ou pas, plus ou moins. Alors, si on va vraiment vers l'est du continent austral, on va trouver des royaumes humains qui sont parmi les plus pauvres et les plus sauvages. Donc, on a notamment, voilà, c'est les deux derniers. On a le Picariade. On nous dit d'ailleurs que c'est un royaume qui a beaucoup de similitudes avec son voisin au sud, le Dorel. C'est une vaste lande froide battue par les vents, pleine de tourbières et de marécages gelés, avec des collines rocheuses et des villages fortifiés. Les habitants sont sauvages. Leur roi Marvos a comme surnom le sanguinaire. La violence règne partout, elle est un élément fondamental des rapports entre les habitants. Les chefs de clan de ces régions barbares laissent des otages au roi comme preuve de fidélité, même s'ils passent leur temps à s'entretuer. Pangtang, donc l'île humaine liée au chaos, envoie des soldats dans la région pour se former et considère que c'est un excellent terrain d'entraînement pour ses troupes. La vénération du monarque pour le chaos est aussi peu subtile que voyante. Donc c'est peut-être pas le cas de l'ensemble de la population, mais la cour officielle du Picariade est un royaume humain qui est associé au chaos. Enfin, le roi du coin vénère le chaos. Ainsi que il y a des sanctuaires liés à des divinités élémentaires qui peuvent être celles de la mer ou de la terre, etc., etc. On peut estimer que c'est sûrement une zone où le pouvoir central contrôle pas bien les différents clans qui se battent là-dedans. Et enfin, dernier royaume tout au sud du continent austral, on a le Dorel. Le Dorel, je crois que c'est quasiment pareil, mais il pratique aussi le cannibalisme. Je l'avais noté quelque part, ça. Si vous voulez jouer un barbare cannibale, vous pouvez le faire venir du Dorel, qui est séparé du Picariade par des sommets désolés et enneigés. C'est une immense lande, peu accueillante, oubliée des pays civilisés. Même l'empire de Melniboné y passa peu de temps. Il y a quelques sorciers qui se trouvent dans le Dorel. Nanana.
C'est une région habitée par des habitants sauvages et robustes, balayés par les pluies et les vents. Ils sont sensibles au tourbillonnement du chaos qui se trouve plus au sud. Alors si vous allez à l'extrême sud du Dorel, donc tout à fait au sud du continent austral, vous allez trouver le chaos bouillonnant. Parce qu'en fait, dans le monde de Mournblade, les limites du monde, et en tout cas les limites du monde au sud, ne sont pas fixées. C'est-à-dire que quand vous allez suffisamment loin au sud, bah, vous allez voir une sorte de barrière d'horizon qui est une immense barrière de chaos, parce que le monde n'est pas formé jusqu'au bout, en fait. Et il y a toute une légende qui entoure le comte Aubec, qui a repoussé les limites du chaos en gagnant des terres sur le chaos de façon surnaturelle. Donc tout à fait au sud, voilà, le chaos se manifeste à l'état pur. Ça influence les tribus du coin, qui ont pas mal de chamans, qui pratiquent des sacrifices humains et du cannibalisme. Ils ont tendance à se droguer aussi, les habitants. Ils sont suspicieux et plutôt hostiles aux étrangers. Les tribus barbares sont éparpillées à travers toute la région. La vie est rude. Nanana, les faibles sont méprisés et réduits à l'esclavage. Alors, je ne vous ai pas fait toutes les nations qui pratiquent l'esclavage, il y en a quand même beaucoup qui pratiquent l'esclavage dans l'univers de Mournblade. Tac. Les tribus d'Aurélites sont connues pour utiliser des chariots tirés par des poneys des Landes, incroyablement robustes. Et ça permet de transporter le butin pillé dans d'autres villages des territoires alentours. Le Filcar et le Lorrim échappent au pillage d'Aurélites. Ces deux nations ont lancé de petites armées contre les tribus du Dorel occidental avec un message clair et bien compris, attaquer et bousseler des tout. Les tribus y sont patriarcales, organisées en clans et en castes, etc. Bon, bah c'est pareil, si vous voulez jouer un barbare humain d'une région qui est marquée par le chaos, même si vous ne vénérez pas forcément vous-même le chaos, vous pouvez le faire venir du Dorel. Mais c'est vraiment là aussi une zone périphérique et de toute façon générale, la géographie de l'univers est assez simple, hein. Plus les zones sont proches des mers et des cités commerciales des mers, plus elles auront tendance à être riches et développées, et souvent liées à la loi, mais pas toujours, ça dépend des royaumes. Et plus elles seront périphériques, plus vous allez trouver des cultures barbares et sauvages qui parfois sont liées au chaos, parfois pas. Voilà pour la géographie de l'univers. Est-ce que vous avez des questions? Non, bah moi je vais y aller. Je... Mais, À plus, c'est salut. un peu plus clair. Ouais. En fait, les géographies est pas très compliquées en réalité. Hmm. Non, les noms sont Non, elle est compliqués, mais la logique, ça pas va. très compliquée. Rien de bien compliqué, ça va. Ah, tout peut être plus En complexe si on plus, veut que ça soit plus complexe, mais ça se comprend, je pense. non, mais non, mais c'est très bien parce que ça fait que s'il y a 40 races d'emblée, on est en mode, ah Non, oui, il n'y a mais... pas 40 races, il y a des humains et des Manivonéens, et c'est tout. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est bien l'intérêt en fait, c'est ce que je remarque. Je dis, c'est bien ce dont je suis content. Oui, Que des gens c'est assez que des gens arnaqués, c'est magnifique.